le monde agricole. Donc cette année, on a dû opter pour la formule webinaire, mais c'est vrai qu'en général, on trouve sur du présentiel. Et donc là, on a été un peu obligé de travailler sur cette formule-ci qui a montré toutes ses qualités depuis la première séance au mois de février dernier. Et donc des agriclubs, donc vraiment des conférences pour créer du réseautage entre les acteurs du monde agricole en faisant intervenir des professionnels du monde agricole pour pouvoir leur apprendre des choses, pour pouvoir discuter avec eux sur l'avenir de leur métier, sur leurs techniques agricoles, etc. Donc, c'est une organisation qu'on organise depuis quelques années maintenant et on est plusieurs à l'organiser. Donc, moi, je suis Anne Doguet de la Fondation rurale de Wallonie. C'est moi qui suis un petit peu votre hôte aujourd'hui, mais je ne suis pas seule. Il y a également l'Agence de développement local de Berlot, Fem, Gers et Doncel qui est représentée par Florent et Émilie Massy. Vous avez une autre agence de développement local, celle de Villers-le-Bouillet, qui est représentée par Michel Grevès, et le groupe d'action local Je suis Esbignon, représenté par Martine Lecane, Paul-Émile de Wulf et William Hortmans. Bonjour. Voilà, donc c'est un partenariat donc, entre ces différents acteurs. On remercie également cette année pour sa grande aide précieuse au niveau de la communication et pour l'organisation de l'Agri-Club d'aujourd'hui. Il s'agit de Paul de Luc Servet, pardon, pour donc de l'AOE qui nous a fortement aidés pour mieux communiquer vers le monde agricole au niveau des agri-clubs et avec qui également organiser cette séance sur les énergies renouvelables. Alors, avant de passer justement à ce sujet d'énergie renouvelable, on vous propose d'abord des petits aspects techniques. Pour poser vos questions, vous aurez l'occasion de poser des questions, mais on vous demande d'utiliser l'outil discussion ou chat que vous avez sur l'outil Zoom. On relaiera vos questions en fonction. Et si vous avez le moindre souci technique, on vous invite dans le premier temps à garder votre caméra fermée parce que c'est ça qui prend quand même beaucoup au niveau de votre ordinateur. Moindre souci, vous réessayez de vous connecter sur le lien que vous avez reçu dans le mail. Peut-être que ça refonctionnera bien. Sinon, vous pouvez me contacter donc au 019 58 93 22 et on essaiera de trouver une solution ensemble pour votre connexion. Voilà pour les aspects techniques. La séance est enregistrée. On espère que ça va pouvoir fonctionner jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas de bug pendant la séance. Donc, vous pourrez revoir la séance et les présentations sur le site du GAL Je suis Esbignon. On vous enverra tout ça dans un prochain mail. Et donc, voilà pour les aspects techniques. Maintenant, je me permets d'introduire la séance par rapport à l'énergie. Voilà. La production d'énergie renouvelable, une opportunité pour les agriculteurs wallons. Donc la séance, elle va être divisée en deux parties. Tout d'abord, je remercie bien évidemment les intervenants qui ont consacré du temps à préparer cette séance, qui osent venir aujourd'hui discuter de ça avec vous. Donc on a Clémence Dereux qui viendra vous donner les résultats de son master ingénieur à Jean-Blou Agrobiotech. Elle sera ensuite, son intervention sera précisée par Laurine Rossian et Sébastien Menu de chez Proptimize. Ensuite, donc cette première partie sera suivie d'une séance de questions-réponses. Et puis pour la deuxième partie, on en viendra plutôt à des aspects cas concrets avec Proptimize qui reprendra la parole pour présenter son accompagnement et notamment celui de la Société du terroir de Gers, représenté par Monsieur De Wulf, et Monsieur Dutoit viendra expliquer son expérience à la ferme du Harby. Voilà, donc je vais inviter Clémence à partager sa présentation. Je vous remercie pour votre présence et bon webinaire. Voilà Clémence, tu peux partager. Bonjour à toutes et à tous, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Oui, parfait. Ok, super. Donc, comme l'a brièvement introduit Anne, je suis là aujourd'hui pour vous faire une introduction assez rapide sur la thématique de la production d'énergie renouvelable et plus spécifiquement dans le cas du secteur agricole au wallon. Alors, je suis Clémence Dereux, je suis bio-ingénieure spécialisée en sciences et technologies de l'environnement
et en climatologie également, et diplômée donc de la faculté de Jean Blou Agrobiotech. Donc pour commencer peut-être doucement dans ce sujet, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 2-3 ans maintenant, lorsque j'étais aux Pays-Bas dans le cadre de mon Erasmus. Donc un jour, je me rends au marché et je suis interpellée par un jeune homme qui me demande alors si j'aime les agriculteurs. J'ai été très très surprise par sa question et en fait, il m'a alors ouvert son catalogue et sont apparus toute une série de portraits d'agriculteurs et de familles d'agriculteurs qui posent fièrement devant leur installation de production d'énergie, des moyens de production de photovoltaïque, des éoliennes, finalement de la production renouvelable en tout genre. Et donc moi, supposé ménage ou citoyen néerlandais, j'avais vraiment la chance de pouvoir choisir non seulement d'acheter de l'énergie 100% verte, mais aussi en fait de pouvoir directement dire voilà, je désire moi acheter mon électricité à tel agriculteur, à soutenir telle personne qui voilà, se lance aujourd'hui dans la production photovoltaïque, etc. Suite à cette expérience, j'ai vraiment eu envie de me plonger davantage dans ce sujet et c'est comme ça qu'ont débuté un peu mes recherches. Euh, voilà, donc mes recherches sur la production renouvelable dans les fermes, mais dans notre cas précis pour la Wallonie. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous avez déjà quelques notions et que vous êtes conscientisé vis-à-vis de tous les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui pour le changement climatique, pour la transition vers le 100% renouvelable. Maintenant, comme toujours, on peut décider de voir les choses non pas comme un problème, mais comme une opportunité. Et c'est un peu le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Alors, en tant qu'agriculteur, vous avez vraiment des avantages clairs à produire de l'énergie. D'une part, bien entendu, c'est le plus évident, vous pouvez de cette façon réduire vos factures d'énergie, ou selon la proportion de production également, donc en tirer vraiment des revenus complémentaires et de sources diversifiées. Vous augmentez donc votre autonomie et votre indépendance énergétique. Ces bénéfices-là, vous pouvez les retirer à titre individuel, mais également vraiment pour la collectivité, pour la société en soi, et de cette manière participer à redorer un peu l'image du secteur agricole. C'est assez intéressant d'ailleurs de se rendre compte que justement les fournisseurs d'énergie des Pays-Bas s'étaient lancés dans cette nouvelle stratégie que de faire participer les agriculteurs, justement à un moment où les agriculteurs néerlandais traversaient une crise assez importante en 2019. Voilà, et donc vous avez toute cette série d'avantages, et j'ai même oublié de mentionner tous les avantages environnementaux, bien évidemment. Et à côté de ça, vous devez être conscient que vous avez aussi pas mal d'atouts dans vos mains. Si on vous compare à un citoyen classique, j'ai envie de dire, d'une part, vous disposez de beaucoup de surface en toiture. Dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion de lancer donc un sondage auprès d'environ 150 agriculteurs wallons répartis dans tout un tas de communes et de toutes spécialisations. Et en moyenne, il en est ressorti qu'un agriculteur dispose de 700 mètres carrés de toiture qu'il voit donc de disponible, mais aussi vraiment déjà adéquate pour une installation photovoltaïque, c'est-à-dire bien orientée, non ombragée, une structure de qualité, etc. Donc c'est vraiment un potentiel énorme que l'on peut développer. Et d'autre part, vous disposez généralement aussi de surface au sol, ce qui peut permettre beaucoup d'autres moyens de production d'énergie, l'implantation de mâts éoliens ou de production de biomasse. Et donc également ces productions de matières organiques qui peuvent servir à produire de l'énergie également. On y reviendra par la suite. Alors, je vais décliner cette petite présentation en deux grosses parties. D'une part, vous faire un petit rappel sur différents moyens de production d'énergie. Et puis ensuite, venir à quelques questions un peu plus concrètes sur différents montages possibles pour vous orienter un petit peu dans vos réflexions par la suite si vous souhaitez vous lancer dans la production d'énergie. Alors, d'abord, donc, vers quelles énergies s'orienter? Une énergie renouvelable, pour rappel, c'est une énergie qui est non épuisable, c'est-à-dire qui est issue d'une source, par exemple, du soleil, du vent ou de la biomasse, à condition que la biomasse soit bien gérée, bien entendu. Voilà, et on oppose donc généralement l'énergie renouvelable aux énergies fossiles.
Ici, dans le cadre de cette présentation, je vais parler un petit peu de l'énergie photovoltaïque, de l'éolien et de la biométhanisation. Il y a encore d'autres possibilités, mais on ne pourra pas être complètement exhaustif aujourd'hui. Donc, premièrement, parlons du photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque n'est plus, a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, donc, vous le savez sans doute, environ un ménage sur 10 en Wallonie est déjà doté de panneaux sur son habitation. Il en va de même pour les maisons privées des agriculteurs en Wallonie. À travers mon sondage, j'ai eu l'occasion de sonder l'opinion des agriculteurs wallons sur cette énergie-là. Et il s'avère qu'environ un agriculteur sur deux aurait déjà des panneaux photovoltaïques à domicile. Enfin, j'entends à domicile également sur la ferme. Et d'autre part, vous pouvez voir donc dans mon diagramme en camembert ici sur la gauche, qu'une bonne proportion d'agriculteurs, un cinquième environ, sont déjà très très favorables à l'implantation de photovoltaïque. Ils sont soit sur le point d'en installer ou l'envisagent encore dans un futur proche. Et puis enfin, il y a encore une partie de la population d'agriculteurs qui se pose beaucoup de questions. Mais si vous êtes parmi ceux-là, ben, je pense que vous êtes au bon endroit aujourd'hui. On va tenter de répondre à vos questions. Alors donc le photovoltaïque, comme je le disais, a fait ses preuves et c'est une technologie aujourd'hui mature qui a commencé à se développer il y a une bonne dizaine d'années et qui a eu la chance de bénéficier d'énormément de subsides et d'aides publiques qui ont fait que la demande a augmenté, il y a eu énormément d'économies d'échelle et donc aujourd'hui c'est une technologie qui est très accessible financièrement. Alors, quand on entend photovoltaïque, il y a, j'aimerais revenir un peu sur les éléments de pertinence environnementale et pertinence financière de cette énergie. S'il y a un peu des fausses rumeurs qui circulent, et donc c'est des points qui me tenaient à cœur de mettre au clair aujourd'hui. D'une part, on entend parfois donc le photovoltaïque n'est pas si vert qu'on veut nous le faire penser. Alors, vous auriez raison de dire ça dans le sens où la production des panneaux, des modules photovoltaïques nécessite une extraction de certains minerais, le silicium, nécessite donc simplement le processus industriel de formation des modules, et puis le transport jusqu'à domicile. Tout cela va nécessiter de l'énergie, et cette énergie est souvent, donc encore malheureusement aujourd'hui, une énergie grise, donc c'est-à-dire une énergie issue du pétrole et qui va contribuer à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, une fois que vous installez ces panneaux et que vous les avez chez vous, en réalité, ils vont pouvoir fonctionner, on estime généralement un temps de vie de 25 ans, et pendant tout ce temps de vie, ils vont vous permettre de remplacer une énergie grise. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, vous allez utiliser une énergie qui ne produit plus, qui n'émet plus de carbone dans l'atmosphère. Et donc, on peut faire un petit calcul assez rapide qui montre que après 3 à 6 ans, en réalité, vos panneaux photovoltaïques ont un bilan complètement, vraiment positif pour l'environnement. Et un deuxième point que je voulais préciser aujourd'hui sur le photovoltaïque, c'est donc ces questions de rentabilité financière. On entend souvent qu'avec la fin des certificats verts, c'est trop tard pour se lancer. En fait, il y a eu vraiment une énorme saga donc, sur ces certificats verts, récemment sur le tarif prosumer, etc. Mais comme je vous le disais avant, la technologie aujourd'hui est très, très accessible. On compte en général 1000 € pour 1 kilowatt de puissance de panneau. Ce qui fait qu'en fait, si vous calculez la totalité de l'électricité que ces panneaux vont vous générer sur leur temps de vie et que vous divisez votre investissement initial par cette production, vous avez un prix de revient de votre électricité qui est environ de 4 centimes d'euros au kilowattheure. Or, quand vous achetez votre électricité classiquement sur le réseau public, vous en payez environ 25 cents. Donc, la marge est énorme. Vous pouvez voir à quel point donc aujourd'hui les panneaux sont toujours très très rentables. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez peut-être entendu dans le JT justement il y a encore 2-3 jours, ils ont fait une petite présentation sur le sujet pour à nouveau montrer que même en 2020, les panneaux photovoltaïques ont énormément de succès en Belgique et la rentabilité en est la cause. Voilà. Donc c'était le premier type d'énergie, le photovoltaïque. J'aimerais maintenant dire un mot également sur l'éolien. Alors, je pense que je ne fais pas erreur si je dis que beaucoup d'entre vous ont déjà dû, en pensant à énergie ferme, ont dû penser aux petits mâts éoliens. Alors, ces mâts éoliens ont commencé à se développer il y a une bonne dizaine d'années. Je parle ici donc du petit éolien, qui est l'éolien domestique, en d'autres mots, qui est une éolienne d'une dizaine de mètres de haut
et de plusieurs dizaines de kilowatts de puissance. Donc à distinguer du grand éolien qu'on trouve dans les parcs éoliens qui sont dans nos campagnes. Voilà, ce petit éolien, vous avez des éoliennes donc à axe vertical, comme vous voyez ici sur l'image, et également les éoliennes à rotor plus classiques que l'on voit également sur les grands mâts. Donc voilà, j'ai pu lors de ma recherche faire un inventaire du nombre de petites éoliennes qui existent actuellement dans les exploitations agricoles wallonnes. On en compte environ 40. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-unes et de visiter leurs installations. Et généralement, ce que j'en ai tiré, c'est que les agriculteurs qui avaient fait ce choix d'installation étaient assez finalement déçus de cet investissement. Alors, généralement, ils ont dû faire face à beaucoup de contraintes initialement, rien que pour l'installation. Donc, il faut demander un permis d'urbanisme, il faut que le voisinage soit assez compréhensif, etc. D'autre part, il y a souvent eu des problèmes techniques de ce que j'ai entendu. Bien sûr, si vous avez une opinion différente, si vous avez été vous-même si vous avez investi vous-même dans une petite éolienne et que vous en êtes très content, etc., je serais très heureuse de pouvoir discuter avec vous de ça dans la séance de questions-réponses par la suite. Mais voilà, ici, je partage un petit peu le retour que moi, j'ai eu de terrain lors de mes recherches. Et donc je disais quelques contraintes à l'initiation des projets, mais aussi des problèmes techniques. Les installateurs n'ont généralement pas fait long feu. Ils ont souvent surestimé les productions qui seraient réelles. En fait, de manière théorique, c'est assez facilement explicable. Les petites éoliennes donc, doivent capter le vent qui est seulement à une dizaine de mètres de hauteur, en comparaison aux grandes éoliennes qui, elles, captent un vent à 100 mètres de haut. Et en fait, le vent près de la surface est vraiment freiné et rencontre beaucoup d'obstacles, des arbres, des bâtiments, etc., qui font que le vent est d'une part ralenti, mais aussi vraiment turbulent. Et c'est ce qui n'est pas bon pour les éoliennes et qui va généralement donc créer une usure prématurée des matériaux. Donc c'est comme ça qu'on a retrouvé des pales arrachées, des choses comme ça. Voilà, maintenant, donc c'est l'opinion que moi j'ai pu me faire à partir de quelques rencontres, mais n'hésitez pas si vous en avez une autre. Donc, en ce qui concerne l'éolien, vous avez encore la possibilité, par contre, de vous investir dans un projet de grand éolien. Comme tout citoyen, finalement, vous pouvez vous inscrire dans le cadre d'une coopérative, participer à un achat groupé, par exemple, d'une grande éolienne, et percevoir ensuite des dividendes de cette installation. Voilà pour l'éolien. Et maintenant, quelques mots sur la biométhanisation. La biométhanisation n'est pas très connue du grand public, mais en général, c'est déjà bien connu des agriculteurs. Maintenant, étonnamment, lors de mon enquête, j'ai pu relever que finalement 85% des agriculteurs ne se disent toujours pas suffisamment informés à ce sujet. Alors, pour rappel, la biométhanisation, c'est ces fameux digesteurs, c'est en général en allumage, qui permettent de traiter ou revaloriser des déchets. Au départ, on parle donc bien de valorisation de déchets. Ces déchets, ça peut être des déchets verts, des tonnes de pelouse, etc., qui viendraient de la commune. On a des effluents d'élevage, lisiers, fumier. On a des sous-produits d'industrie agroalimentaire, par exemple. Donc, vous reconnaissez peut-être ici l'image, il s'agit du biogaz du OGR. Et justement, eux se sont donc montés en coopérative. Ils regroupent une trentaine d'agriculteurs et ils travaillent également avec la commune. Donc, ils ont les tonnes de pelouse des citoyens et ils sont en proximité d'une grosse industrie qui est SB Frost, qui donc, est sur la surgélation de légumes. Et donc, il y a énormément de sous-produits qui sont valorisés là. Voilà. Alors, à travers mon enquête, donc, j'ai eu l'occasion de demander aux agriculteurs quels étaient les éléments dissuasifs selon eux de s'investir dans la biométhanisation. Généralement, ce qui est revenu en premier comme critère étaient les critères financiers, donc l'investissement initial. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est assez conséquent. En général, donc, on est dans les 400 000 euros à 8 millions d'euros selon la taille du projet. Et également donc, la taille d'exploitation. Maintenant, un élément que je voudrais vraiment, sur lequel je voudrais insister aujourd'hui est qu'en fait, vous ne devez pas vous rester cadenassé à l'idée de réaliser votre biométhanisation uniquement à l'échelle de votre ferme. La biométhanisation, c'est vraiment
un modèle vertueux, mais c'est mieux si vous vous associez avec des opportunités locales, comme ici dans le cadre du biogaz d'OGR. Si vous avez à proximité une industrie, que vous avez également la commune qui souhaite s'investir, et donc qui d'une part vous permettront d'avoir des intrants, des matières premières en entrée qui sont assez constantes dans le temps et de bonne qualité, mais aussi finalement qui vont vous permettre de valoriser l'énergie qui est produite. Une énergie, pour rappel, donc soit vous avez le biogaz qu'on va épurer, et donc on appelle ça le biométhane ou le bio-CNG. Vous pouvez l'injecter directement sur le réseau de gaz ou bien créer une pompe à bio-CNG, par exemple pour les véhicules. Et vous pouvez également, c'est le cas le plus courant, transformer ce biogaz par un moteur de cogénération et donc obtenir de l'électricité et de la chaleur. Donc il y a tout un tas d'activités que vous pouvez venir coupler avec la biométhanisation sur votre exploitation pour valoriser au mieux, par exemple, donc cette électricité et la chaleur au même moment. Des possibilités de construction de serres, d'horticulture, de séchage de foin, par exemple, ou séchage de bois. Voilà, il y a vraiment tout un tas de possibilités. C'était donc un petit mot sur la biométhanisation. Peut-être que, voilà, donc en une slide, un peu mon résumé à moi personnellement de différents types de moyens d'énergie, de production d'énergie. Vous vous sentirez peut-être plus ou moins familier avec l'une plutôt que l'autre, mais ça c'est très personnel et ça dépend, chaque exploitation est unique et donc ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Voilà, donc j'aimerais passer donc dans une deuxième partie de cette présentation et déjà faire initier, je l'espère, certaines réflexions dans vos esprits. Donc en général, quand vous pensez à produire de l'énergie à la ferme, dans un premier lieu au préalable, il vaut mieux d'abord réfléchir donc à quels sont mes besoins exactement et est-ce que je ne peux pas déjà réduire ma consommation au niveau de la ferme. Donc vous pouvez très bien faire appel à un expert et faire réaliser un audit énergétique, par exemple, pour identifier s'il n'y a pas des points de votre exploitation aux endroits où vous pourriez réduire finalement vos besoins d'énergie. On pensera par exemple à, si vous avez du stockage de légumes, de veiller à un bon entretien des ventilateurs ou alors simplement un éclairage économique. Mais ça, vous pouvez déjà y penser également pour vos ménages. Vous avez également, dans le cadre d'exploitation laitière, la possibilité d'installer des pré-refroidisseurs de lait. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités et de points déjà sur lesquels réfléchir en amont avant de se dire je vais produire de l'énergie. Déjà, pourquoi pas réduire vos factures en réduisant vos consommations superflues. Et puis seulement, donc, vous pouvez, selon le type d'énergie avec lequel vous vous sentez le plus familier, réfléchir à si vous disposez de toiture, par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, en général, les agriculteurs disposent d'énormément de surface pour ça, mais vous avez également la place au sol. À vous de voir un peu ce que vous préférez. En termes d'investissement, vous pouvez, je parle ici donc d'investissement tant en temps et en énergie, mais aussi en termes de finances, voir un petit peu ce dont vous disposez, à quel point vous voulez vous investir dans la production. Et donc, par rapport à ça également, si vous sentez plutôt l'âme de lancer votre projet vous-même, ou bien si vous préférez vous inscrire dans une collectivité ou faire appel à un tiers investisseur, par exemple. Je vais revenir sur ce point. Et donc, peut-être une dernière question encore sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'est est-ce que vous souhaiteriez plutôt produire de l'énergie seulement pour couvrir vos besoins à la ferme, ou bien est-ce que vous souhaiteriez produire de l'énergie pour d'autres également? Donc, être non seulement producteur de nourriture, mais également vraiment un producteur d'énergie, un petit peu comme on le voyait tout à l'heure dans le cas des exploitants néerlandais. Alors, si jamais vous avez encore certains doutes ou craintes vis-à-vis de votre capacité de gérer l'installation vous-même, ou bien certains doutes vis-à-vis de vos capacités d'investissement, la première piste d'action donc, est de s'inscrire dans une coopérative ou de fonctionner via un tiers investissement. Comme je le disais tout à l'heure pour le biogaz du OGR, par exemple, celle-ci fonctionne via une coopérative agricole. Vis-à-vis de l'éolien, il y a tout à fait des possibilités donc, de s'inscrire dans des coopératives citoyennes ou coopératives agricoles pour acheter ensemble une éolienne. Puis, pour le photovoltaïque, vous pourriez envisager de simplement mettre votre toiture à disposition, déléguer la gestion, l'installation, etc. Vous n'avez pas la préoccupation de l'investissement initial. Voilà, c'est un peu le modèle. J'espère ne pas trop empiéter sur les témoignages qui viendront tout à l'heure. Et donc, voilà,
globalement un petit schéma récapitulatif. En tant qu'agriculteur, vous avez un tiers investisseur qui vient profiter de votre toiture, vous en retirez un bénéfice sur votre facture et vous payez simplement le solde à votre fournisseur d'électricité comme d'habitude. Voilà une première piste d'action. Maintenant, je ne voudrais pas vous laisser avec toutes les idées qui viennent d'être énoncées sans quand même énoncer les limites du réseau existant. En fait, le réseau public n'a pas été conçu initialement pour avoir des productions décentralisées de cette manière. C'était plus pour avoir, voilà, on avait la centrale nucléaire qui finalement envoyait après l'électricité chez les particuliers. Aujourd'hui, pour la transition énergétique, on cherche à faire un peu l'inverse, c'est-à-dire avoir tout un tas de productions renouvelables. Donc, le réseau n'est pas habitué à cela. Et c'est pourquoi, peut-être si vous souhaitez installer du photovoltaïque sur vos toitures, votre toiture ne ressemblera peut-être pas à ça, mais plutôt à ça. Et en fait, la raison T, donc simplement le cadre réglementaire aujourd'hui a été adapté plutôt aux ménages et pas tellement pour le secteur agricole qui justement dispose de grandes surfaces. Et donc, généralement, vous serez limité à cette fameuse puissance du 10 kW, ce qui correspond vraiment exactement à la photo du bas, en fait. Donc, voilà. Et donc, à travers l'enquête, j'ai eu l'occasion de voir que la plupart des agriculteurs qui avaient du photovoltaïque étaient limités à cette puissance-là exactement par compteur électrique. Et finalement, donc seulement un quart des agriculteurs étaient autosuffisants via cette production. Ce que je trouve personnellement assez malheureux vis-à-vis du fait qu'on a des objectifs ambitieux pour le changement climatique, que vous avez des super toitures pour produire de l'énergie et que finalement, on ne peut pas en profiter complètement. Mais il y a une solution à cela. Aujourd'hui, il y a un nouveau modèle que l'on appelle les communautés d'énergie renouvelable ou les communautés d'autoconsommation collective. Donc, il s'agit non plus de raisonner la consommation de la production à l'échelle individuelle, mais de la raisonner à l'échelle collective. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous avez des producteurs et des consommateurs locaux, des voisins, on va dire comme ça, qui peuvent s'associer, raisonner leur consommation et leur production pour les synchroniser au maximum et finalement se vendre, s'acheter leur électricité à un tarif avantageux. Donc, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous souhaitez produire de l'énergie, vous pouvez la revendre donc à vos voisins qui vont pouvoir faire tourner leur machine à lessiver au milieu de la journée quand vous, justement, vous produisez de l'énergie solaire. Et à ce moment-là, donc, vous pourrez leur vendre cette énergie à un tarif qui est plus avantageux que si vous la revendiez à un fournisseur d'électricité. Et le ménage voisin, lui, pourra également donc, profiter d'un tarif préférentiel comparé à s'il l'achetait classiquement. Donc, ces communautés d'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui a été défini au niveau européen en 2018 déjà, qui a fait l'objet d'un décret wallon en 2019, mais aujourd'hui, donc, on est encore au stade de projet pilote. Donc, vous allez seulement en entendre de plus en plus parler. C'est vraiment le début. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'exploitation agricole qui intègre des projets pilotes de communautés d'énergie renouvelable, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Voilà, une seule condition est que vous devez donc vous situer relativement à proximité, c'est à l'échelle, ça se calcule à l'échelle de plusieurs rues ou bien d'un quartier. C'est-à-dire, en fait, vous devez être en aval d'une même cabine de transformation d'électricité pour travailler toujours sur ce réseau basse tension. Et de cette manière, ne pas faire de pic d'ingestion d'électricité sur le réseau. Et donc, voilà, entre voisins, vous partagez votre électricité. En conclusion, donc, je ne vais pas revenir sur chaque point en détail, mais vous avez des tas de possibilités de moyens de production d'énergie, les plus courants étant le photovoltaïque, l'éolien, la biométhanisation. Maintenant, il y a encore aussi les biocarburants, le bois énergie. Voilà. Et puis, vous ne devez vraiment pas rester bloqué avec vos doutes et vos craintes sur le fait de ne pas pouvoir assumer vous-même une installation par vos propres moyens. Il y a d'autres possibilités. Les témoignages par la suite vous en font part également. Le tiers investissement, les coopératives, et puis ce nouveau modèle vertueux des communautés d'autoconsommation collective. Voilà, je vais céder la parole maintenant aux représentants de la start-up belge des énergies Proptimize. Merci à tous pour votre attention.
Bonjour. Est-ce que j'enchaîne directement? Ouais, super. Alors, hop. Mais non, c'est pas... Non, non. Voilà. Alors, effectivement, je reprends la parole après Clémence pour donner un aspect un peu plus, je pense, un peu plus terrain, vu que nous, notre boulot, c'est de mener ce type de projet, et notamment dans l'agriculture. Je vais d'abord vous expliquer en 2 mots qui est PropTimize, ce qu'on fait pour un peu légitimer notre intervention. Et puis après, on parlera du débat qui nous occupe plus particulièrement. Alors, PropTimize, en fait, c'est une start-up issue de l'Université de Liège qui a été fondée il y a bientôt 5 ans. Aujourd'hui, on est 25-30 personnes. Et on a 2 activités principales. La première, c'est qu'on gère tout ce qui est achat d'énergie pour entreprises, donc aussi des entreprises agricoles. On gère l'achat d'énergie d'environ 4000 bâtiments en Wallonie et à Bruxelles, dont un tiers sont issus du domaine agricole. Donc je pense que l'agriculture chez nous est vraiment un secteur important dans nos clients. Le deuxième secteur d'activité de l'entreprise, c'est la gestion de projets énergétiques, que ce soit des audits énergétiques ou la gestion de projets qui ont vocation à réduire la consommation ou à produire de l'énergie et a fortiori renouvelable. Alors, la question de l'achat d'énergie, en fait, c'est suite à mon travail de fin d'études que l'entreprise est née, parce qu'on s'était rendu compte que 90%, enfin 85-90% des PME en Wallonie négociaient pas leur contrat, ou moins de tous les 5 ans, et donc se retrouvaient avec des contrats qui étaient vraiment pas optimum. Et beaucoup disaient à l'époque, tiens, si on pouvait avoir quelqu'un d'indépendant qui s'occupe de négocier ces contrats pour nous, ça nous intéresserait. Et c'est de là qu'on a créé Service d'achat d'énergie, où en fait on achète l'énergie pour les entreprises en étant rémunérées par elles, et donc elles ont un gain économique grâce aux économies qu'on leur apporte, et aussi un gain de temps, une simplicité administrative, parce qu'au-delà de l'aspect négociation, on s'occupe de tout l'administratif qui est généré par le contrat. Alors, du coup, ça nous met en contact avec énormément d'entreprises qu'on revoit d'année en année pour leur expliquer ce qui a été fait en termes d'achat d'énergie. Et ça nous permet de suivre en fait leur évolution et l'évolution de leur bâtiment, en l'occurrence, par rapport aux questions de l'énergie. Et suite au constat que sur le terrain, beaucoup d'entreprises ont des projets ou ont des idées de projets, mais n'ont soit pas le temps pour les développer, soit pas les compétences pour les développer en interne, en réalité, on a développé un bureau d'études d'ingénieurs qui est spécialisé dans la question de l'énergie. Et donc, il y a une dizaine d'ingénieurs qui travaillent avec un positionnement qui est toujours le même, c'est d'être le conseiller, le consultant de nos clients, et donc jamais le fournisseur. On ne va jamais vendre des panneaux, vendre une éolienne, vendre une biomètre, mais par contre, on va faire toute la gestion du projet avec l'agriculteur et dans son intérêt. Le domaine agricole, pour nous, je le disais tout à l'heure, il a une importance assez considérable dans la mesure où ça représente plus ou moins un tiers de nos clients pour les 2 activités, que ce soit en achat d'énergie ou en gestion de projet. Et aujourd'hui, PropTimize est devenu le partenaire de la Fédération Wallonne de l'Agriculture pour toutes les questions relatives à l'énergie. Et on a même un de nos ingénieurs qui travaille pour la Fédération sur les questions de l'énergie. Alors, pourquoi on estime que l'agriculture est un domaine important, enfin, un secteur d'activité important par rapport à l'énergie? Parce que c'est quand même des exploitations, il y a pas mal d'exploitations qui ont des consommations importantes, donc un potentiel d'économie ou de production renouvelable, et sont aussi un type d'entreprise et un type de gérants de PME qui sont habitués à faire des investissements, qui ont des terrains, qui ont de la surface, comme le disait Clémence, et donc qui ont un potentiel par rapport à la production d'énergie renouvelable, peu importe laquelle elle est. Alors, oui, ici, ça, voilà, ça c'est la croissance de l'entreprise qui montre qu'en fait, il y a un vrai besoin dans les PME de se faire aider et accompagner par quelqu'un d'indépendant, que ce soit en termes d'achat d'énergie ou en termes d'audit énergétique. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont des projets mais ne savent pas vraiment par où commencer. Et donc, avoir quelqu'un pour les accompagner là-dedans, ça les intéresse pas mal. Si on reprend les conclusions de Clémence par rapport aux 3 sources d'énergie dont elle a parlé, j'aimerais bien les préciser un petit peu. C'est-à-dire que le photovoltaïque,
effectivement est une technologie, c'est sûr, qui est rentable, qui est la plus sûre aujourd'hui. Et quelque part, il y a une installation photovoltaïque rentable pour toutes les exploitations. Et la limite des 10 kilowatts que Clémence évoquait tout à l'heure est la limite pour garder un compteur qui tourne à l'envers, comme on a l'habitude de le dire. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les installations de plus de 10 kilowatts sont tout aussi rentables. La condition, c'est que le dimensionnement de l'installation soit bien fait et soit fait sur base de votre profil de consommation. Pourquoi? Parce que quand vous produisez du courant, il faut qu'en fait ce courant-là soit instantanément consommé par l'exploitation parce que la partie qui est excédentaire est réinjectée sur le réseau et en fait est vendue en gros à 30% de sa valeur. Et donc le dimensionnement de l'installation sur base de votre profil de consommation est véritablement capital parce que derrière, il y a un moment donné, les panneaux que vous allez mettre en plus vont en fait créer du courant qui est essentiellement rejeté sur le réseau, revendu à un fournisseur et donc qui n'a pas réellement de rentabilité et de retour sur investissement. Et donc, il y a une installation photovoltaïque rentable pour chaque exploitation agricole. Le tout, c'est qu'elle soit dimensionnée sur base de votre profil de consommation. C'est vraiment le plus important. Et le problème qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, de trop souvent en tout cas, c'est des installateurs qui forcément, eux, plus ils placent de panneaux, plus le projet est rentable pour eux, qui en fait surdimensionnent l'installation par rapport à la consommation de l'entreprise et de l'exploitation, simplement parce que le dimensionnement d'une installation devrait être fait par quelqu'un d'indépendant qui n'a pas, à mon sens en tout cas, qui n'a pas d'intérêt à ce que l'installation soit grosse ou petite, qui est juste là quelque part pour calculer et montrer les chiffres tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Alors par rapport au... Donc c'est sûr, le photovoltaïque est clairement quelque chose d'intéressant pour toutes les exploitations. Il faut juste que le dimensionnement soit bien fait. Par rapport aussi à ce que disait Clémence sur la question du financement et du tiers investissement ou du financement propre, aujourd'hui, je pense que quand Clémence a fait son TFE, cette solution-là n'existait pas. Mais il y a une grosse solution qui a été développée en partie par la région Wallonne et plus particulièrement par la SOALFIN, qui est Novalia. Donc Novalia, en fait, c'est des fonds publics et privés qui sont là pour financer la transition énergétique des PME. Et ils financent tout projet qui a vocation à réduire la consommation ou à produire de l'énergie renouvelable dans une PME. Donc, typiquement, tous les projets de production d'énergie renouvelable, ils les financent, à condition que vous soyez une PME. Ça veut dire que vous devez être moins de 250 équivalents temps plein. Donc, on peut déjà y aller en termes de taille d'entreprise. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont faire des financements sur des durées assez longues pour du photovoltaïque sur 10 ans avec des emprunts subordonnés. Donc, ils acceptent d'être remboursés après tout le monde en cas de problème et à des taux qui aujourd'hui sont entre 1 et 2%. Donc, pour moi, il y a mieux que le tiers investissement. C'est cette solution-là. Et aujourd'hui, sur 10 projets photovoltaïques qu'on suit, il y en a 8 qui sont financés par Novalia, un qui est financé par une banque et un qui est financé en propre par la PME. Donc, c'est quand même une solution qui est encore peu connue, en tout cas pas assez, mais qui est fort sollicitée une fois que les gens la connaissent. Et cette solution-là est utilisable pour le photovoltaïque, pour l'éolien, pour la biométhanisation ou pour tout investissement qui réduit la consommation de l'éclairage, un changement de machine frigorifique, un changement de moteur, enfin n'importe quoi, tant que ça a destination à baisser la consommation du site. Alors, par rapport au constat de Clémence sur l'éolien, elle a raison quand elle dit que Fairwind, parce que les éoliennes à axe vertical, il n'y a que Fairwind qui les développe en Belgique, elles sont peu rentables et il y a beaucoup de problèmes techniques. Nous, on a pas mal de clients qui ont fait l'investissement. Quand on calcule le retour sur investissement aujourd'hui, c'est entre 20 et 40 ans, donc c'est assez long, beaucoup de problèmes. On a des éoliennes qu'on a monitorées pour notre curiosité et effectivement, les rendements ne sont pas géniaux. Et le retour des agriculteurs est effectivement souvent pas très bon. Le problème, c'est que Fairwind, en développant ça, a quand même un peu cassé un marché, en tout cas cassé la confiance qu'il y avait, parce qu'il y a des solutions d'éolien et de petits éoliens qui sont rentables. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour que de l'éolien soit rentable, c'est ce que disait Clémence tout à l'heure, la hauteur du mât a une importance considérable. Alors, on a les mâts à 100 mètres de haut qu'on voit le long des autoroutes et puis les petits mâts à 10 mètres. En fait, pour avoir une solution intéressante, il faut un peu la situation entre les deux, c'est-à-dire un mât à 30, à 50 mètres. Ça, c'est pas mal.
Et alors, pourquoi la hauteur du mât a de l'importance? Effectivement, parce que plus vous vous situez haut, moins les bâtiments qui se situent autour ont un impact. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est que plus votre mât est haut, plus les vitesses de vent sont élevées. Et la production d'énergie est cubique à la vitesse du vent. Donc, en fait, si vous avez 2 fois plus de vent, vous créez 8 fois plus d'électricité. Et donc, plus votre mât est haut, plus il a les chances d'être rentable. Alors, effectivement, par rapport à ça, pour que du petit éolien soit rentable, il faut déjà monter dans des gammes de puissance assez importantes, notamment des 50, des 100 kW minimum. Et celles-là sont rentables. Alors vous allez me dire pourquoi on en voit encore peu. C'est simple, c'est que c'est un investissement de 300 350 000 euros, donc ce n'est pas à destination de toutes les exploitations. Et que derrière, de nouveau, pour que ce soit rentable, il faut que l'énergie produite soit autoconsommée. Parce que si vous la réinjectez sur le réseau, vous allez la revendre à un fournisseur à très faible valeur. Donc le petit éolien, effectivement, dans ce que disait Clémence, le tout petit, c'est effectivement incertain. On va dire que le moyen, c'est intéressant, mais que derrière, ça doit être à destination d'une assez grosse exploitation qui a en tout cas des consommations importantes et une capacité d'investissement importante. Même si la capacité d'investissement, on peut trouver des investisseurs tels que des banques ou des fonds tels que Novalia qui vont financer ce genre d'investissement. Alors, si on continue par rapport à la biométhanisation, effectivement, ce que Clémence disait, je le rejoins assez fort, c'est qu'il faut prendre conscience que c'est des projets importants, d'abord à monter, parce qu'il faut regarder les intrants, il faut se rendre compte que ça va prendre du temps à être géré, qu'il faut des permis d'exploitation qui ne sont pas faciles à obtenir, et puis que derrière, il faut encore trouver le financement. Et dans l'ensemble, quand on prend la gestion du projet global, mettre tout à bout tout ce qu'il faut pour voir le projet aboutir, ce n'est pas évident. Et nous, on a été appelés plusieurs fois en tant qu'experts par les banques pour valider ou non un dossier, toutes les hypothèses de rentabilité, donner notre avis sur la conception technique de la biomètre. Et en fait, on voit trop souvent des dossiers sur lesquels c'est l'installateur qui a fait le dimensionnement, sauf que du coup, lui, il a dimensionné en fonction de son intérêt. Et puis, l'agriculteur a essayé d'obtenir le permis tant bien que mal. Et puis, la question du financement arrive à derrière et c'est une banque qui le gère. Et finalement, il n'y a personne qui chapeaute le projet dans son ensemble dès le début. Et c'est souvent pour ça que le projet n'aboutit pas, en fait. Parce que dès la conception du projet, il n'y a personne qui pense quelque part à la solution finale. C'est-à-dire qu'on voit des projets où nous, on est appelé par la banque en tant qu'expert, et en réalité, le projet est complètement surdimensionné par rapport aux capacités financières de l'entreprise. Et donc, on arrive souvent à avoir des dossiers qui sont rentables, qui sont intéressants, où le permis est demandé, est obtenu, où l'installateur est là, les réservations de certificats verts sont faites, mais on n'arrive pas à boucler le financement, simplement parce que l'investissement par rapport à la taille de l'entreprise derrière sont compliqués. Donc voilà. Après, par contre, ça va assurer une source de revenus supplémentaire à l'exploitation et il y a beaucoup de potentiel, notamment une fois que les questions des communautés d'énergie seront développées. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a un intérêt, il y a une rentabilité, mais je pense qu'il y a une vraie nécessité pour l'agriculteur qui a envie de se développer là-dedans, de se faire accompagner dès le départ sur l'ensemble du processus et d'avoir quelqu'un à côté de lui qui a une expérience et qui va voir la vision globale du projet et qui sait regarder dès le début que l'investissement soit cohérent par rapport à son entreprise. Voilà. Alors, si on continue. Oui. Je ne sais pas si M. De Wulf nous a rejoint ou pas pour parler de son cas, sinon je le ferai à sa place, sans aucun problème. Normalement, il est dans la salle d'attente, je pense. Monsieur De Wulf a l'air d'être là, mais je pense que je dois demander qu'il réactive son micro. Voilà, je ne sais pas s'il nous entend, mais il est là. Oui, je veux l'activer, voilà. Voilà. Oui. Je vous laisse continuer alors. Bonjour. La vidéo ne va peut-être pas, je ne sais pas. Non, enfin, c'est pas grave. Mais je me présente, Baudouin de Wulf, je suis agriculteur depuis 1985. Je m'occupe notamment de coopératives
Et l'intérêt des coopératives, ben, c'est le fait d'être à plusieurs. Donc, j'estime que l'union fait la force. On a un accès plus facile aux investissements. Et à mon avis, une des choses importantes aussi, c'est le partage d'expériences et le partage des avis avec ses collègues. Et alors, ben, les investissements sont donc de plus en plus lourds et l'amortissement sur une plus grande superficie ou sur de plus grands volumes est une bonne solution aux problèmes agricoles. Voilà, on peut passer à la page suivante. Mais voilà, donc une des coopératives dont je m'occupe, c'est donc STG, c'est une société qui s'est spécialisée dans la production de pommes de terre pour le marché du frais. Au départ, nous étions 5 agriculteurs, un emballeur et un fournisseur de plants, ce qui nous permettait de unifier tous les secteurs, tous les membres, toutes les parties du secteur. Et donc voilà, on a bien évolué. Maintenant, on est 17 agriculteurs et on stocke 12 000 tonnes de pommes de terre. Les clients principaux, indirectement par rapport aux emballeurs, et nous fournissons donc les grandes surfaces, toutes les grandes surfaces en Belgique, comme Carrefour, Aldi, Lidl, Delhaize, voilà. Ça, c'est un petit peu l'activité de STG. Et donc, nous sommes de gros consommateurs de courant parce que nous devons stocker nos pommes de terre en caisse et dans des frigos. Et comme tout le monde le sait, les systèmes frigorifiques consomment beaucoup d'électricité. Voilà, on peut passer à la suivante. On peut passer, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une petite vision des pommes de terre que nous produisons. Et alors, donc, on est fort on fait fort attention à tout ce qui est durable. Donc, nos agriculteurs sont dans un rayon de 10 km. On a la possibilité d'une gestion de l'irrigation et de la lutte contre le mildiou. Donc, on se fait conseiller par différentes universités pour cultiver de la façon la plus durable possible. Et la seconde chose auquel on était auquel on a accordé l'importance, c'était donc l'économie d'énergie et la protection de l'environnement, dont notre objectif, c'est à terme, d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années, c'est d'être autonome à 100%. Pour ça, nous n'avons pas les compétences pour le faire, donc il faut qu'on se fasse conseiller aussi bien pour le problème énergétique que le problème du suivi des cultures. C'est tellement de plus en plus compliqué que donc nous avons fait appel à Optimize pour venir étudier notre problème de consommation électrique. Voilà, on peut passer à la page suivante. Donc là, je crois que donc on a fait donc tout ce qu'il fallait pour faire une réduction de consommation. Pour ça, donc on a eu Optimize est venu analyser tous nos frigos et notre consommation électrique pendant 1 an, ce qui nous a permis de constater que certains frigos n'étaient plus tout à fait performants et qu'on a dû les changer. On avait aussi un problème de cosinus phi qui impactait nos factures d'électricité. Et donc, nous avons, après cette étude, décidé d'investir dans le panneau photovoltaïque. Ouais, si je vais juste compléter par rapport à la compta énergétique qui est mise en place chez STG. L'idée de la comptabilité énergétique, c'est vraiment que, en fait, on a placé des compteurs connectés sur l'ensemble des frigos de pommes de terre de la société STG, ce qui a permis en réalité d'avoir la consommation de tous les frigos en temps réel. L'avantage, c'est qu'une fois que M. De Wulf nous a donné ces quantités stockées, en fait, ça nous a permis de créer un indicateur de performance de coût à la tonne stockée et derrière de faire un état quelque part de la performance de tous les frigos de M. De Wulf, ce qui a permis de voir quel était le frigo le moins coûteux, le plus coûteux, pour lui savoir derrière comment, entre guillemets, mieux gérer son bâtiment et savoir quel frigo, pardon, il était intéressant de remplacer ou au contraire de conserver parce qu'ils avaient une consommation électrique faible. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place de manière permanente. Ça veut dire qu'on monitore en permanence les frigos du groupe STG. Et puis alors, je laisse M. De Wulf parler de son projet photovoltaïque.
Donc voilà, donc après cette étude, on a eu différentes propositions et sous les conseils de personnes avisées, nous avons donc décidé d'investir dans ces installations photovoltaïques. Et donc, on a donc installé une puissance de 163 kW-crête, avec, ça veut dire 630 panneaux de 60 watts-crête. Donc, en plus de ça, on a demandé à la personne qui s'occupe de la gestion de nos frigos, on a mis un superviseur qui contrôle la température de tous nos frigos, qui contrôle aussi la production des panneaux photovoltaïques. Et l'objectif, c'était d'essayer d'avoir un maximum d'autoconsommation. Et avec tous ces petits systèmes, ben, on arrive à 70% d'autoconsommation. Il faut savoir que donc, nos pommes de terre, nous commençons la récolte fin août. Nous remplissons tous nos frigos. Ils seront pleins donc full-time pour fin octobre. Et puis, nous allons charger au fur et à mesure de l'année donc les pommes de terre pour arriver fin juin, début juillet, à être vide. Donc, c'est un peu dommage parce que donc, les grandes productions des panneaux, c'est surtout donc, juin, juillet, août. Et pendant cette période, nos frigos ne sont pas ne sont pas utilisés. Voilà. Mais malgré ça, donc, on est parvenu à avoir une autoconsommation de 70%. Voilà, sinon, Ouais. Donc, ici, pour compléter un peu l'intervention de M. De Wulf, ce qui est de nouveau important, c'est le dimensionnement, en fait. C'est d'avoir le profil de consommation réel du bâtiment et de dimensionner l'installation photovoltaïque par rapport à cette consommation du bâtiment. En tout cas, aujourd'hui, tant que les communautés d'énergie n'existent pas et qu'on ne peut pas revendre du courant à son voisin, on est obligé de dimensionner le moyen de production pour qu'il y ait une rentabilité la meilleure possible sur le profil de consommation de l'entreprise et pas sur le potentiel qu'il y a de revente aux entreprises qui se situent autour. Maintenant, cette question-là, à l'avenir, devrait s'améliorer ou en tout cas changer, dans la mesure où une fois qu'il y aura les projets les communautés d'énergie qui pourront être mises en place, forcément, là, on pourra utiliser tout le potentiel de toiture, tout le potentiel éolien pour derrière aller revendre du courant aux entreprises qui se situent autour. Chez M. De Wulf, on avait intégré à son dimensionnement photovoltaïque un calcul de rentabilité d'une éolienne, en l'occurrence de 55 mètres. Ici, on voit en réalité la confrontation entre la consommation de la société STG qui se trouve en bleu et la production de l'éolienne qui se trouve en vert. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'éolien a un peu un profil de production inverse au photovoltaïque et donc qui correspond mieux à M. De Wulf, dans le sens où l'éolien va produire moins d'électricité en été et plus en hiver, là où le photovoltaïque est juste inversé. Dans la mesure où M. De Wulf a déjà du photovoltaïque, il y en aura encore plus après l'extension, et que son profil de consommation est surtout hivernal, l'extension idéale, ce serait l'éolien. Mais voilà, il a été fait le choix de d'abord remettre une extension photovoltaïque avant de se lancer dans le projet éolien, et aussi parce que c'est des sommes à investir qui sont plus importantes. Voilà, je ne sais pas si M. De Wulf a quelque chose à ajouter sur cette slide-là ou pas. Non, c'est tout à fait le résultat de l'analyse qu'on a faite. Oui, Voilà. Et alors, voilà, ça c'est quelque part la dernière slide qui reprend la consommation de M. De Wulf en bleu et la production totale de courant en vert si l'investissement éolien était fait en plus du photovoltaïque. Donc on voit que quand ils parlent de leur objectif quelque part de zéro consommation et de production 100% verte pour 2030, avec l'éolien en plus, ce serait complètement possible. La seule difficulté d'un point de vue rentabilité, c'est qu'il faudrait pouvoir revendre ce courant-là à une entreprise qui se situe aux alentours et de pouvoir créer un projet de communauté d'énergie. Mais une fois que le cadre légal sera là, et d'ici 2030, on doit y être, ce sera complètement réalisable et rentable financièrement. Donc voilà, c'est des projets qu'il y a moyen de mettre en place et c'est déjà sympa d'y penser aujourd'hui. Voilà, nous on a fini. Je ne sais pas qui reprend la parole après nous.
pense que c'est Monsieur Dutoit. Tant qu'on y est sur des exemples, moi je propose que Monsieur Dutoit explique son cas et puis on passera aux questions-réponses. On a quelques questions-réponses dans le chat. Certaines ont déjà trouvé réponse dans les interventions. Mais voilà, je ne sais pas si Monsieur Dutoit est toujours là et s'il sait partager sa présentation. Oui, je pense que les micros sont... je vais essayer de vous retrouver dans la liste. Ah, voilà. Merci. Vous m'entendez? Parfait, merci. Ok, parfait. Voilà, donc un deuxième exemple concret venant du terrain agricole. Projet complètement différent. Donc ici, Blaise Dutoit, ferme du Harby. Je ne suis pas l'agriculteur, je suis simplement un des enfants de la ferme. Mais j'étais responsable en partie du projet photovoltaïque sur la ferme. Donc voilà, je vous ferai en quelques lignes notre retour. Pour commencer, un petit profil de l'exploitation au niveau production. Donc, c'est taille modeste, polyculture élevage, 30 hectares de surface répartis 2 tiers en culture et 1 tiers en prairie. Culture principalement fourrage, céréales également et pommes de terre, le tout orienté dans une pratique technique culturelle simplifiée, donc agriculture de conservation, etc., ainsi que des mesures agri-environnement. Donc, l'idée, c'est d'avoir une production, je dirais, raisonnée. Un élevage bovin blanc-bleu mixte, une cinquantaine de têtes de bétail, dont une vingtaine à la traite. Un élevage équin d'environ 30 chevaux, ainsi que des petits élevages. En parallèle de tout ça, on a développé un certain nombre de diversifications. Donc, premièrement, une ferme pédagogique pour des classes et stages à la ferme, un centre équestre avec des leçons d'équitation, des randonnées, l'accueil social à la ferme, donc ça principalement pour les personnes handicapées, des événements culturels, donc festival de musique, pièces de théâtre, etc. Et alors, en plus de tout ça, on a plus récemment la formation d'un habitat groupé. Donc, on est sur 3-4 ménages ainsi qu'un habitat léger en face de la ferme. C'est surtout pour vous donner le point de vue, voilà, au niveau consommation, ce que ça peut représenter. Concernant l'installation photovoltaïque, c'est issu d'un partenariat. Donc, on a eu une proposition de la coopérative Clé pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du dernier bâtiment qu'on avait construit. Donc, c'était un bâtiment à destination d'écurie et d'une piste d'équitation où, en fait, on avait une très belle surface orientée plein sud. Donc, ils sont venus nous présenter un projet de panneaux photovoltaïques. L'idée étant de créer un projet pilote au sein de leur coopérative pour par la suite pouvoir développer ce type de partenariat dans d'autres exploitations ou chez d'autres partenaires. Donc, on a d'abord discuté de cette proposition et donné un accord de principe pour ensuite passer sur une étude de faisabilité pour voir en fonction des caractéristiques physiques ce qui était possible de faire. Et ensuite, nous avons signé un contrat de partenariat. Pour vous faire quelques mots sur la coopérative Clé, pour information, Martin Wattier est présent avec nous, donc s'il y a des questions plus sur cette coopérative, il pourra y répondre plus tard. Donc, il s'agit d'une coopérative hénuière. J'ai peut-être oublié de mentionner la localisation de notre exploitation, mais donc c'est du côté de Tournai dans le Hainaut. Donc ici, on est vraiment en collaboration avec une structure locale dont le développement de projets d'énergie se fait dans le Hainaut et jusqu'à limitrophe, vu que ça va jusque Nivelles. Et cette coopérative est associée au fournisseur d'énergie appelé Cociter. Donc, il s'agit d'une coopérative citoyenne, donc tout le monde peut souscrire des parts, voilà, qui a quand même un certain impact depuis quelques années qu'elle a été créée. Donc aujourd'hui, en 2021, c'est 1500 coopérateurs, 4 millions d'euros de capital, plus de 20 000 mégawattheures d'électricité produite, 5 000 ménages alimentés et encore de nombreux projets qui vont se faire. Donc, le projet photovoltaïque à la ferme du Harby faisait partie de ces projets-là. Pour la construction du projet en lui-même, vous verrez ici un peu
l'élément limitant que Clémence a soulevé dans sa présentation. Donc, vous voyez la surface du bâtiment et la rangée de panneaux qui s'étend simplement donc, sur la pointe du toit. Donc là, c'est un contrat de tiers investisseur où Clé a investi dans l'installation. L'idée était de base de couvrir la toiture, mais nous avons été limités par le gestionnaire de réseau de distribution, donc là c'est ORES, qui limite à 10 kVA, donc ça recoupe avec ce que Clémence avait évoqué. Et donc ici, c'est un investissement de la coopérative où la ferme sera propriétaire de l'installation après 10 ans. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir, l'agriculteur a le choix de souscrire, ici, c'était soit de 10 ans, soit de 15 ans. Voilà, après, c'est un montage, on aurait pu faire autre chose, mais le plus pertinent, je pense, pour les deux cas, était de 10 ans. Et alors, en échange, l'agriculteur contribue avec une redevance à la coopérative. Donc, c'est une redevance fixe à payer. Et lorsqu'on fait le bilan grossier de tout, ici, pour l'instant, l'installation n'a même pas 2 ans. Donc, c'est assez difficile de faire vraiment un retour du point de vue économique. Mais on peut estimer 500 à 1000 euros par an de réduction sur le budget électricité global de l'exploitation, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Par rapport aux caractéristiques techniques, on est sur 34 panneaux avec 1300 watts crête, un onduleur de 8 kVA, avec une production attendue de 12 000 kWh qui n'atteint effectivement pas notre consommation qui était de 25 000 kWh, pardon, donc qui était le projet de dimensionnement de base. Et alors en termes de CO2, on peut estimer une économie de 11 tonnes par an en termes de production de CO2. Voilà pour l'installation. Voilà, au niveau des avantages et inconvénients que nous avions relevés, c'était, dans notre cas, c'était le fait de ne pas devoir mettre sur la table un nouvel emprunt ou un nouvel investissement, ce qui, à mon avis, peut être une réalité dans pas mal d'exploitations. Donc là, c'était la coopérative qui faisait l'investissement. Au niveau administratif, c'était assez limité parce qu'on bénéficie de l'accompagnement de la coopérative. Un retour financier direct, vu qu'on fait directement des économies d'énergie. Et alors, l'accompagnement de la coopérative permet aussi, au niveau de la sécurité, on n'est pas tout seul en cas de panne ou de maintenance, mais pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Et alors, bien évidemment, au point de vue émissions de CO2, ça reste toujours intéressant. Par contre, c'est un retour financier qui reste limité. Dans notre décision, on avait été accompagné par Clémence qui nous avait fait quelques simulations économiques. Quand on investit soi-même dans des panneaux, on est effectivement au niveau économique le plus avantagé. Et alors, l'autre inconvénient qu'on a relevé, c'était la limite de la taille de l'installation. Donc, on aurait pu faire plus, mais malheureusement, pas possible. Et alors, ici, quelques bugs au niveau du système de suivi de production. Donc là, ça se fait par une application qui s'appelle Sunny Portal. Alors, de temps en temps, on a des petits problèmes de connexion, mais ça reste relativement gérable. Donc, voilà pour le témoignage de la ferme du Harry. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. C'était très, très intéressant, très riche. Donc, je vous propose de maintenant passer à l'aspect questions-réponses. Pardon, voilà. Donc voilà, j'invite aussi mes collaborateurs à aussi interagir. N'hésitez pas, Michel, Luc, William, etc. N'hésitez pas aussi à prendre la parole. Je remonte dans les questions. Donc, par rapport à l'injection, donc ça, Monsieur De Sény du biogaz disait effectivement que en cas d'injection, la rentabilité était plus compliquée à avoir. Est-ce que voilà, vous avez un commentaire par rapport à cet élément? Voilà. Ouais. Oui. En réalité, une autoconsommation à 100%, c'est impossible. Il y a toujours bien un moment donné où on va produire plus que ce qu'on consomme. Ce qui compte, c'est la proportion.
Si évidemment on a un projet où 30% de l'énergie est autoconsommée et 70% est réinjectée sur le réseau, ben là la rentabilité ne sera pas bonne. Si par contre on est dans le cas inverse où il y a 70% de l'énergie qui est consommée par l'entreprise et 30% qui est injectée sur le réseau, on va avoir une rentabilité qui en 4, 5, 6 ans, avec du matériel est garantie en 10 et 25 ans. Donc il y a quelque chose de sympa. Ce qui compte en fait, c'est d'avoir le profil de consommation, être bien dimensionné. Et c'est pour ça que tantôt je disais, il y a une installation rentable pour chacun. Le tout, c'est d'avoir le bon mix entre autoconsommation et injection. Et donc, c'est le dimensionnement qui est capital dans le projet. D'où le dimensionnement aussi des 10 kilowatts, c'est un peu particulier parce que d'un côté, on entend que l'ORES limite, et puis d'un autre côté, il y a quand même moyen d'aller au-delà. Comment est-ce qu'un agriculteur qui aurait un projet peut savoir, enfin voilà, en passant par une entreprise comme vous, Ouais. mais En fait, donc, du point de vue du gestionnaire de réseau, donc, dans un projet photovoltaïque, il y a 3 choses qui sont limitantes. Le premier, c'est la consommation de l'entreprise en elle-même. Pour l'autoconsommation, mais ça, on en a parlé. La deuxième, c'est la puissance de raccordement de l'entreprise. Donc forcément, si vous avez 30 kVA de raccordement, vous ne pouvez pas mettre plus de 30 kVA de panneaux, parce que sinon, quand ils vont être à pleine production, le compteur va sauter. Donc, le compteur, et puis il faut l'autorisation du gestionnaire de réseau. En fait, ce qui se passe, c'est que pour un projet jusqu'à 10 kVA, donc jusqu'à 10 kW, tous les gestionnaires de réseau, vous ne devez pas faire d'études ou de demandes. En fait, vous avez le droit de mettre une installation de 10 kVA, tout le monde là, et donc le gestionnaire de réseau ne peut pas vous en empêcher. Par contre, pour une installation de plus de 10 kVA, là, vous devez demander l'autorisation de placer l'installation pour la puissance que vous voulez mettre. Des projets où le gestionnaire de réseau a, nous, ici, sur 250 projets photovoltaïques de taille industrielle, donc où il y a à chaque fois une demande de gestionnaire de réseau, on n'a plus eu, sur les 3 dernières années, un seul projet qui a été bloqué. Donc aujourd'hui, il y a quelques années, on a eu des clients qui n'ont pas pu il y a 4-5 ans et qui ont pu aujourd'hui. Ça, on l'a vécu. Mais aujourd'hui, les gestionnaires de réseau sont conscients que c'est un peu une obligation pour eux de le permettre et donc de pallier au problème quand ce n'est pas possible pour eux. Et donc, nous, en tout cas, sur 250 projets, on n'a jamais vu un cas où on n'a pas pu trouver une solution. Parfois, on a dû un peu limiter la taille de l'install, mais on n'a jamais dû être obligatoirement dans une installation de 10 kW parce qu'on ne savait pas mettre plus. Voilà. Mais il y a une part de démarche à faire avec le gestionnaire de réseau et de discussion à avoir avec lui. Mais ça, chez nous, c'est quelque chose dont on s'occupe. Et je vois la question de la personne, est-ce que c'est 10 kW par compteur? Oui, c'est 10. La puissance, c'est par compteur. Et donc, effectivement, si vous avez 3 compteurs, vous pouvez mettre 3 installs de 10 kW et vous n'avez rien à demander au gestionnaire de réseau. Mais vous pouvez aussi mettre 3 installs de 30 kW si le gestionnaire de réseau est d'accord. Mais il y a une discussion à avoir avec lui. Je vois que Luc a levé la main. Je ne sais pas si tu as une question, Luc, une réaction, ou si c'était une erreur voilà, de manipulation. Et donc, par exemple, pour revenir sur les 10 kW, une exploitation qui aurait les 10 kW, si maintenant elle décide d'agrandir, enfin d'augmenter, elle doit donc demander l'autorisation au fournisseur, au gestionnaire du réseau alors. Oui, ça c'est des questions qui sont souvent posées. Donc il y a plusieurs cas. D'abord, il faut savoir que déplacer une installation photovoltaïque, c'est assez simple. Nous, on a des installations de 200 kW crête, on a l'usine, ne sachant plus grandir sur ce site-là et en construit un nouveau site, on a déplacé l'installation en gardant le matériel, en accord avec le gestionnaire de réseau et la région Wallonne pour le certificat vert. Donc d'abord, le déplacement d'une installation, c'est possible, et l'extension d'une installation, c'est possible aussi. Dans le cas où on passe d'une plus de 10 kW, d'une de 10 kW à une plus de 10 kW, effectivement, il faudra avoir l'autorisation du gestionnaire de réseau. Mais ce qui est aussi possible, par exemple, dans le cas de l'exploitation de M. Dutoit, qu'on voyait avant, il disait, nous, on consomme 25 000 kWh, on a mis 13 kW crête et un onduleur de 8, ce qui doit lui donner 8-9 000 de production par an. Aujourd'hui, avec une installation de 10 kW, il est possible de produire 25 000. Enfin, avec une installation et un onduleur de 10 kW, il est possible de produire 25 000 kWh. Parce qu'aujourd'hui, il y a un onduleur sur le marché qui permet de raccorder 33 kW crête avec un onduleur de 10 kW et qui derrière permet d'avoir une production qui va tourner entre 22 et 25 000 kWh par an. Donc pour lui, et c'est des projets qu'on a déjà fait chez plusieurs agriculteurs qui avaient comme ça une installation où à l'époque cet onduleur-là n'existait pas,
Qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé les panneaux existants, on a rajouté des panneaux et on a changé l'onduleur. Et souvent, vu que c'était un onduleur qui avait déjà 10 ans, quelque part, il commençait à être en bout de course. Et en fait, on a refait un investissement en mettant une extension, mais en restant dans le système de 10 kW, mais qui va permettre de produire en gros 2-3 fois plus. Et si on veut passer dans les systèmes plus gros que 10 kW, c'est possible aussi. Il faut juste l'autorisation du gestionnaire de réseau. Je crois que M. Wattier a réagi en disant, par rapport au cas de M. Dutoit, donc c'est une production de plus ou moins 2500 kWh. Ouais. Mais voilà, si M. Wattier veut préciser ou veut interagir, je peux aussi lui réactiver le micro. Voilà, mais je vais peut-être laisser la parole à Luc, à qui j'ai réouvert le micro. Vas-y, Luc. Ou pas? Si, voilà, vous m'entendez? Ah ouais. Et je voulais juste savoir, étant donné les enjeux climatiques, étant donné qu'on va sortir du nucléaire, comment voyez-vous l'évolution de la situation au niveau de la législation, techniquement au niveau du réseau? Est-ce que c'est une évolution qui devrait être très probable, peu probable, dans le long terme? Comment voyez-vous l'évolution des choses dans les années à venir? Moi, là, pour être en contact avec la région à quelques occasions, le plus gros développement qui doit venir et qui doit permettre une avancée dans le secteur de l'énergie renouvelable, c'est la communauté d'énergie. Parce que c'est ce qui va permettre de commencer à déployer des plus grandes unités de production, peu importe le type de production, que ce soit photovoltaïque, éolien ou biomètre, et d'avoir derrière une rentabilité, et puis d'avoir des projets où plusieurs entreprises vont s'associer entre elles pour investir ensemble dans un moyen de production commun. On a déjà pas mal d'entreprises dans des zonings ou dans des rues où elles sont plusieurs à être clientes en achat d'énergie, où elles sont toutes conscientes et elles ont toutes les possibilités d'investir 100 000 € dans une éolienne. Mais aujourd'hui, si elles investissent dans une éolienne et qu'elles la raccordent uniquement à leur entreprise, la rentabilité n'est pas terrible. Le jour où elles investissent ensemble dans une plus grosse éolienne et qu'elles créent une communauté d'énergie, la rentabilité sera très bonne et on va avoir une production conséquente. Et donc, je crois que le plus gros développement à attendre d'un point de vue législatif, c'est la mise en place d'un cadre légal clair et autorisant les projets de communauté d'énergie. C'est ça le vrai point bloquant, je pense, et qui permettra au secteur de se développer. Justement, il y a Madame Guissard qui pose la question par rapport aux communautés d'énergie en se disant, tiens, est-ce qu'il y aura d'office de l'éolien parce qu'il y aurait éventuellement trop de photovoltaïque avec trop peu de consommation. Enfin, voilà, comment vous voyez finalement les communautés d'énergie? Est-ce que d'office, il y aura de l'éolien avec les communautés d'énergie? Ou ça dépend peut-être du milieu aussi, urbain, rural? Oui, ça dépendra. En fait, de nouveau, c'est quelque part le dimensionnement qui privilégiera, mais à l'échelle de la communauté et de tous ses membres. Donc, il faudra voir quel sera le profil de consommation groupé de toutes les entreprises y participant. Et puis derrière, de mettre en place les moyens de production qui sont les plus rentables en fonction de ce profil de consommation et qui se complètent le mieux. Mais effectivement, l'éolien pourrait être une solution, la biomètre aussi, et le photovoltaïque aussi. Et je pense que c'est plutôt un mix en fonction du potentiel qu'on a, dans quelle zone on se situe, est-ce que c'est possible de mettre de l'éolien? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un potentiel pour avoir des déchets et placer une biométhanisation? Ou est-ce qu'au contraire, on a des grandes surfaces pour mettre du photovoltaïque? Il faudra un peu voir, quelque part dans les projets de communauté, quels sont les profils de consommation et quels sont les moyens de production qu'on peut développer sur le site. Parce qu'il y a aussi les cogénérations, pour qu'il y ait du gaz et qu'il y ait un besoin de chaleur autour. Enfin, il peut y avoir plein de solutions. Et la question est aussi par rapport aux communautés d'énergie. Quand est-ce qu'elle sort, cette législation? On a une petite échéance ou quand elle sera approuvée, quoi? Oui, je ne connais pas les dates exactes. Aujourd'hui, il y a un cadre légal très large et un appel à projet de la région wallonne pour, en fait, la région wallonne cherche à avoir des projets pilotes quelque part pour avoir des données et puis derrière mettre en place une loi la plus précise possible. À l'échelle européenne, des directives ont été prises qui imposent aux États membres de le mettre en place dans leur propre pays, dans leur propre législation. Je pense qu'elle doit arriver au plus tard pour 2023, 2024. Maintenant, quand est-ce qu'elle arrivera définitivement, c'est pas dans mes mains, mais on verra. Merci. Pour revenir sur l'éolien, il y a une question par rapport à l'éolien qui est déjà existant. Donc, il y a le grand éolien. Enfin, nous, ici, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais c'est vrai que l'organisation, c'est plutôt sur la SB liégeoise. On est tous des
les organisateurs, des acteurs de la ASB liégeoise, et c'est une zone très intéressante pour les développeurs éoliens. Est-ce que le grand éolien et le moyen éolien voilà, sont en concurrence, et au niveau des législations et des contraintes environnementales, est-ce qu'on est assez similaire, ou est-ce que c'est peut-être pas si clair que ça au niveau du moyen éolien, mais voilà, est-ce qu'il y a, si je relais bien la question. Ouais, je pense en concurrence, non, parce que c'est pas à destination des mêmes acteurs, on ne parle pas des mêmes montants, on ne parle pas des mêmes productions, on parle en gigawattheures. Donc, Ouais. non, c'est pas en concurrence. Mais voilà, l'éolien moyen, c'est des productions de 400-500 000 kWh ou de 400-500 MWh. Là où les éoliennes que vous voyez au bord des autoroutes, c'est 2-3 gigas au minimum. Donc en concurrence, pas vraiment. Je pense que c'est juste pas les mêmes systèmes de rentabilité, c'est pas les mêmes investisseurs, c'est d'autres groupes. Et donc c'est complémentaire. Ok, merci. Il y a Madame Guissard qui demande des explications écrites avec l'onduleur des 30 kilowatts, 10 kilowatts, etc. Donc, si c'est possible de transmettre cette information, Oui. à l'occasion, on l'enverra avec, si c'est possible, hein, Sébastien, Oui. qu'on puisse le transmettre avec le mail, avec les présentations, etc. Tout à fait. On lui enverra ça sans problème. Et alors, je continue. Alors, si je comprends bien, enfin, la question, c'est comment sont calculés les CV, donc les certificats verts. Si Isa pouvait peut-être préciser la question, parce qu'à mon avis, elle est venue à un moment d'une intervention, et donc c'est peut-être très spécifique à une intervention. Donc voilà, si elle veut bien préciser dans les questions. Et alors, Christian, lui, se pose la question de la différence entre la Belgique et d'autres pays comme la France par rapport au photovoltaïque, où en France c'est fort développé, et qu'il se demande pourquoi en Belgique, finalement, on a quand même l'impression qu'on bloque le développement du photovoltaïque. J'ai l'impression qu'on revient un peu avec cette question des 10 kilowattheures. Oui. D'abord, il faut vraiment se sortir de la tête cette barrière de 10 kW. Je veux dire, M. De Wulf, son installation, c'est 250 kW. Donc, on a 25 fois plus, et la rentabilité, elle est là. Sinon, il ne remettrait pas une extension. Donc, il faut vraiment, et surtout avec la taxe prosumeur, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas où il vaut mieux avoir une installation de 11 kW et toucher des certificats verts, parce que pour les installations de plus de 10 kW, vous avez encore des certificats verts, que d'avoir une de 10 kW avec un compteur qui tourne à l'envers, mais de se taper la taxe prosumeur de 800 à 850 € par an. Donc, la rentabilité n'est pas forcément dans le système d'inférieur à 10 kW ou égal, et surtout moins maintenant qu'il y a la taxe prosumeur. Par contre, ça ajoute une rentabilité à l'extension dont je parlais tout à l'heure, parce que forcément, si vous gardez un onduleur de 10 kW, le montant de votre taxe prosumeur ne bouge pas, étant donné qu'il est calculé sur la puissance de l'onduleur, mais par contre, votre production fait x2. Donc, en fait, vous allez avoir une production qui fait x2, x3 pour une taxe qui reste la même, et donc, il y a d'autant plus d'intérêt de le faire. Mais donc, la question des 10 kW, il faut vraiment, quelque part, pas se la poser. Le tout, c'est de dimensionner, et après, c'est rentable en plus de 10 kW, tant mieux. On doit rester dans une de 10 kW. C'est bien aussi, en fait, quelque part, il faut voir la rentabilité et le calcul d'autoconso. Alors, par rapport à la question de la France, je ne connais pas tout le système législatif en France, mais bon, il faut quand même avoir conscience qu'il y a 10 ans, la France en photovoltaïque était une guerre en retard sur la Belgique. Donc aujourd'hui, ils rattrapent leur retard. Alors oui, ils subsidient quelque part peut-être plus que nous aujourd'hui, et nous, on a fait l'inverse il y a 10 ans. Donc dans l'ensemble, voilà, c'est des mouvements politiques quelque part, je crois, plus qu'autre chose. Et en fait, le système français a été fait différemment. Nous, on est sur une réduction de facture grâce à l'autoconsommation. Eux, je pense de mémoire que l'ensemble du courant est réinjecté sur le réseau et revendu à un fournisseur. Enfin, le système est complètement différent, et donc là, on a plus un intérêt à mettre des grosses installations, ce qui n'est pas le cas chez nous. Voilà, c'est des législations différentes, et je pense que c'est des mouvements politiques différents. Mais on a été en avance sur eux à un moment, maintenant on est en retard. Voilà. Il faudra demander aux politiciens plus qu'à nous, à mon avis.
Alors, il y a une question plutôt sur les technologies. Voilà, qui se dit, bah, tiens, il y a plusieurs cas c'est Luc qui pose la question de biométhanisation où la technologie n'était pas au point, un peu comme on citait les petits éoliens tout à l'heure, alors que l'investissement est quand même conséquent. Comment un agriculteur qui voudrait se lancer, quels sont les conseils que vous donneriez à un agriculteur qui veut se lancer dans des technologies peut-être compliquées, ou voilà, comment il peut savoir voilà, qu'il est dans le bon, quoi. Ben, je pense que si Gaëtan de Sony est là, ce serait intéressant qu'il réponde à la question. Mais je ne sais pas Je s'il est vais essayer disponible. de voir si je peux lui déconnecter. Je pense qu'il aura un avis pertinent sur la question. Voilà, Monsieur Decenny, si vous voulez réagir, vous pouvez. Si vous n'avez pas spécialement envie, vous n'êtes pas évidemment obligé, mais c'est vrai que de se dire, ben, il y a des gens qui sont passés par là avant, c'est peut-être la réponse, c'est d'aller peut-être trouver les gens qui ont déjà prospecté, qui ont déjà des cas spécifiques. Je pense que Clémence, quand tu as réalisé ton mémoire, tu as eu l'occasion d'aller voir l'expérience de chaque cas, et que chaque personne a eu des bonnes et des mauvaises expériences. Allô, est-ce que... Voilà, on vous entend, Monsieur Decenny. Bonjour à tout le monde et merci Bonjour. pour la possibilité d'expression. Donc, je pense qu'au niveau de la biométhanisation, il y a encore énormément d'améliorations possibles. Effectivement, les petites installations, genre 10 kW, justement, qui sont un des modèles d'installation prônés jusqu'à il y a peu par rapport aux puissances de compteurs. La grosse difficulté pour ces petites installations, c'était justement la chaleur disponible pour chauffer la biomasse. Et j'ai un ami, Michel Delannay, qui travaille justement sur la création d'une mini-turbine qui produit 80% de chaleur, 10% d'électricité, qui pourrait très bien venir compléter ces petites installations et résoudre ces problèmes de chaleur. Donc, je pense que la biométhanisation, c'est relativement complexe comme installation, mais elle a énormément d'avenir et je pense que c'est un secteur à tenir à l'œil. Merci, Monsieur Decenny. Peut-être que Blaise et Clémence, vu que voilà, vous avez aussi l'expérience d'avoir soit dû discuter avec des agriculteurs, ou Blaise en tant qu'agriculteur, vous avez peut-être des conseils à donner aux agriculteurs qui auraient envie de se lancer. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Des conseils tout faits, moi je n'en aurais pas spécifiquement, si ce n'est comme ça a déjà été évoqué par Broptimize, de vraiment essayer de cibler au mieux par rapport à sa situation. Donc, essayer d'identifier certaines opportunités qui peuvent, dans d'autres cas, je pense dans une thématique d'élevage ou de culture, peut-être qu'un voisinage de proximité peut parfois être plutôt une contrainte, mais que dans ce cas-là, pourrait être plutôt une opportunité. Enfin, ce n'est qu'un exemple, mais saisir, donc, essayer de cibler des opportunités et puis, comme on le disait, par rapport à quels sont les besoins, quelles sont les envies aussi et les possibilités de développement. Nous, ici, on est également en train de regarder si la possibilité se mettait, mais ce serait par exemple se renseigner tout doucement sur de l'équipement électrique, car comme nous sommes une exploitation très diversifiée avec beaucoup de personnes, beaucoup d'animaux aussi, le fait d'utiliser des engins ou en tout cas des équipements plus silencieux, au-delà du côté production de CO2, etc., pourrait avoir un intérêt qu'aujourd'hui, nous ne savons même pas encore mesurer parce que nous ne l'avons même pas encore essayé. Merci. Peut-être un petit conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment voir comment votre exploitation agricole s'insère au niveau du territoire. Si vous êtes très isolé ou bien si finalement vous êtes vraiment à proximité d'un noyau d'habitat ou d'industrie.
Pour moi, on a vraiment cette possibilité donc, de produire de l'énergie juste pour vos propres besoins si vous êtes complètement isolé, parce que de toute façon, ces possibilités de communauté, etc., ne seront pas réalisables si vous êtes vraiment, on va dire, en bout de réseau. Voilà. Maintenant, si vous êtes justement à côté d'un zoning industriel ou à côté du centre du village, vous allez avoir tout doucement ces nouvelles opportunités de produire non seulement pour vous, mais pour les autres aussi. Mais ça dépend vraiment de votre situation géographique et de votre vraiment à quel point vous êtes, comment vous êtes situé finalement dans le territoire. Merci Clémence. Il y a une question biométhanisation qui est arrivée pendant l'intervention, c'est quelle est l'installation minimale quelle est minimale pour une biométhanisation pour être rentable? Est-ce qu'il y a un minimal d'abord? Est-ce que vous avez une idée ça de... Moi, pour répondre, je pense que j'ai une partie de la réponse. Je ne dis pas que j'ai la totalité, mais il n'y a pas de minimum dans le sens où, quelque part, tant que derrière on utilise le courant produit et la chaleur, il y a un potentiel de rentabilité. Là où il y a par contre peut-être un minimum, c'est que, en tout cas, nous sur le terrain, on a vu beaucoup plus de problèmes techniques sur les petites unités que sur les grosses. Donc des grosses qui fonctionnent, il y en a. Monsieur Desseny en a la preuve et il y en a d'autres. Des petites qui ne fonctionnent pas, il y en a beaucoup aussi. Et finalement, ça suit un peu la même logique que l'éolien dont on disait tantôt. Le petit, c'est compliqué, le moyen, oui, et le grand aussi. Quelque part, la biomètre, c'est un peu la même idée. Et je pense qu'il faut vraiment bien penser le projet dès le début par rapport aux intrants qui sont disponibles, au potentiel d'entreprise qu'il y a autour, au budget d'investissement et aux capacités financières de l'entreprise. Parce que derrière, si même ils ne le financent pas eux-mêmes, une banque, c'est quand même ce qu'elle va regarder. Et même la région wallonne, ça reste un emprunt. Et donc, même s'ils ont un objectif d'aide, donc ils vont prendre plus de risques qu'une banque, ils vont quand même pas aller prêter des sommes énormes à une entreprise qui a une petite capacité financière. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faut tenir en compte. Mais il n'y a pas de taille minimum, si ce n'est que sur le terrain, en pratique, on se rend compte que les petites installations sont plus compliquées à faire tourner. Voilà, pour ma part, c'est ce que j'aurais tendance à répondre. Mais, Je pourrais peut-être compléter juste par un petit point. C'est vrai, donc quand on souhaite faire une biométhanisation juste à l'échelle d'une ferme, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les matières premières qui sont suffisamment constantes dans le temps, et c'est ça le gros challenge. Donc, pour relayer une information que j'avais eue dans le cadre de mon mémoire de la part de Cécile Henneff qui travaille chez Valbiome, qui est vraiment spécialisée en biométhanisation. Elle m'avait dit que donc, dans le cas d'une biométhanisation pour une exploitation laitière, on comptait généralement qu'il fallait 500 à 600 vaches, donc vraiment quand même déjà une exploitation assez importante, pour vraiment être autonome en termes de matières premières pour faire tourner sa biométhanisation de manière suffisamment constante. Voilà, un petit point de réponse supplémentaire. Merci. Et alors, une question d'Isabelle Guissard, donc, par rapport aux Pays-Bas, comment les agriculteurs vendent-ils leur production? Est-ce que des communautés d'énergie renouvelable ou autres, est-ce qu'il y a aussi des communautés d'énergie renouvelable aux Pays-Bas? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, je ne vais pas parler à la place de Clémence, mais je ne sais pas qui elle avait croisé, qui lui avait montré les photos des agriculteurs. Mais en fait, en Belgique, aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui rachètent forcément l'énergie excédentaire auprès des producteurs. Et il y en a quelque part qui se sont fait une force marketing de mettre en avant les producteurs. Mais derrière, en fait, c'est du marketing. Hein. On peut pas contrôler que le kilowattheure qui arrive chez vous, il vienne bien de l'exploitation Intel, c'est absolument impossible. Il vient potentiellement de la centrale nucléaire qui est un peu plus proche. Quoi. Donc en fait, on n'en sait juste rien. Quelque part, ils ont acheté cette énergie, en tout cas une partie, chez un fournisseur, et ils le mettent en avant. Voilà, mais c'est quand même plus un argument marketing qu'autre chose. Maintenant, il y a quand même des fournisseurs qui achètent une proportion d'énergie verte plus importante que d'autres auprès de producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou non. Et donc voilà, ça peut faire partie d'un choix idéologique quelque part, de choisir un fournisseur qui va acheter en priorité de l'énergie auprès des producteurs locaux plutôt que de l'énergie nucléaire. Mais Clément, je ne sais pas le cas dans lequel elle a... Je suis assez d'accord avec ta réponse. Moi, c'était le fournisseur Van de Bron qui avait
mis ces jeunes à proximité du marché pour interpeller les citoyens néerlandais. Mais je pense que tu as raison, que c'est quand même beaucoup de marketing. Maintenant, j'imagine et je l'espère que quand on achète notre électricité de cette manière-là et qu'on dit, voilà, j'aimerais donc soutenir les agriculteurs de cette manière, finalement, qui est quand même donc une partie de ce qu'achète le consommateur qui retourne directement à ces agriculteurs-là. Mais je n'ai pas eu l'occasion de rentrer plus précisément ou de rencontrer ces agriculteurs-là, donc je ne pourrais pas en dire plus. Ah, monsieur. Martin, peut-être? Oui. En réalité, d'un point de vue marché, les agriculteurs ou toute autre entreprise qui produit de l'énergie excédentaire, le fournisseur la rachète et puis la revend. Donc, ils font une opération d'achat-vente et dessus, ils gagnent leur marge. La difficulté, c'est que quand on dit que le prix de revente est assez faible, c'est vrai, mais en fait, c'est qu'une exploitation qui va réinjecter 50 000 kWh, c'est l'équivalent de 10-15 maisons en Wallonie, pour nous, ça paraît être une grosse production, mais en fait, à l'échelle d'un fournisseur, c'est rien du tout. Et donc, c'est beaucoup de travail pour le fournisseur. Les prix d'achat pour des quantités comme celle-là sont relativement faibles. Alors, on pourrait dire mauvais fournisseur et taper dessus. Mais la raison principale, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de démarches administratives et beaucoup de reporting et de suivi de données pour des volumes de consommation qui sont assez faibles, finalement. Et donc c'est pour ça que derrière, ils ne savent pas racheter ça à un prix très important. Alors, on pourrait se dire qu'ils gagnent énormément, mais en fait, non, c'est que le temps administratif est réparti sur peu de kilowattheures. Et donc derrière, on pourrait se dire qu'ils prennent une grosse marge, mais c'est aussi parce qu'ils ont du travail, en fait. Et on va par contre avoir des prix plus importants, de revente plus importants pour des contrats avec 1 gigawattheure et demi sur des grosses unités de biométhanisation, où là, ils vont être intéressés parce qu'en fait, ils rachètent une quantité d'énergie importante. Et donc là, on a beaucoup plus de poids quand on a beaucoup de production vis-à-vis du prix d'achat et du prix de vente pour celui qui investit, que pour une unité photovoltaïque où il y a 30% d'énergie qui est réinjectée sur le réseau. En fait, on ne sait presque rien dire aux fournisseurs en termes de prix de vente. C'est un peu... ils mettent tous le même prix parce qu'ils ont un peu tous les mêmes grilles de prix et on ne sait pas y faire grand-chose. Martin Wattier avait une information à donner. Je ne sais pas si... Non, mais voilà, les réponses ont été données, sont tout à fait justes. Et il faut savoir que aussi quand il y a une réinjection de photovoltaïque, c'est que tout le monde réinjecte du photovoltaïque. Et donc à ces moments-là, le courant est très très bas. Et donc voilà. Mais les réponses données sont tout à fait justes, donc j'ai rien à compléter. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou que j'en aurais une taxe future sur l'énergie verte. Ça, vous avez entendu quelque chose? Voilà, c'est une remarque. Non, personnellement, j'ai rien entendu. Par contre, une taxe sur les émissions de CO2, ça risque d'arriver. Donc, une taxe sur le verre, non, mais une taxe sur les émissions de CO2, ça c'est ce qui pend sous le nez de tout le monde, je crois. Et aujourd'hui, tous les grands groupes, nous, parmi nos clients, on a des entreprises qui appartiennent à des grands groupes et qui aujourd'hui ont refusé de financer des investissements qui avaient une rentabilité de moins de 3 ans. C'était des millions d'économies financières parce que le projet n'était pas vert et n'améliorait pas le bilan CO2 de l'entreprise. Donc, il faut quand même se rendre compte que des sociétés cotées en bourse, des groupes importants, font attention au bilan CO2 de leurs entreprises. Donc, à mon avis, ils savent que derrière, il y a une taxe qui arrivera incessamment sous peu et qu'ils prennent déjà les devants. Donc voilà, c'est quand même déjà aujourd'hui une thématique que des grands groupes ont de vérifier leur taux d'émission de CO2 et de déjà commencer à le baisser et de ne financer que les projets qui diminuent le taux de CO2, même si parfois ils ne sont pas rentables. En fait. En tout cas, tel qu'aujourd'hui. Maintenant, si on prend la taxe sur le CO2 en compte, peut-être qu'ils deviendront rentables. Mais donc, une taxe sur le verre, non. Par contre, une taxe sur les émissions de CO2, oui, ça sûrement, ça arrivera. Voilà, je pense que petit à petit, voilà, il n'y a plus de questions. Petit à petit, on peut commencer à clôturer la rencontre. Je vais partager ma dia. Tout d'abord, un tout grand merci à tous les intervenants. Enfin voilà, je vois qu'il y a
je ne vois plus la conversation. Mais oui, voilà. Donc, vraiment, un tout grand merci à tous les intervenants pour cette séance très intéressante, très enrichissante. Sachez que tout ça, tout ça et les précédents clubs, vous pourrez les voir sur le site du galjesuisbignon.be, mais on vous enverra un mail avec le lien, avec les coordonnées de tout le monde. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre contact avec les intervenants pour approfondir votre expérience, vos questions. Et donc, voilà, un tout grand merci. Merci aussi à Michel et à Luc qui ont été à la manœuvre par rapport à l'organisation de ce webinaire d'aujourd'hui. Et donc, voilà, on clôture aujourd'hui ces séances de 5 conférences en ligne. On espère que l'année prochaine, on pourra les organiser en présentiel autour d'un pistolet et de la petite bière habituelle ou du café ou du jus de pomme local. Donc vraiment merci à tout le monde et merci aussi aux intervenants qui sont impliqués dans toutes les autres séances. Et donc je me permets au nom de tous les organisateurs de ces séances de vraiment vous remercier. Et on reste bien sûr à votre disposition pour toute question sur les agriclubs, mais aussi sur nos missions, parce que ça c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Mais c'est vrai qu'on a d'autres missions que les agriclubs et donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites de chacun et de prendre contact avec nous. On est vraiment là pour en discuter avec vous. Donc voilà, je vous libère et encore merci à tout le monde et bonne fin de journée.